Durant les années 1950, la guerre froide bat son plein entre les États-Unis et l'Union soviétique, les deux superpuissances de l'époque. Celle-ci se traduit par des affrontements militaires indirects, guerre de Corée, et une course aux armements qui porte notamment sur le développement de missiles intercontinentaux porteurs de têtes missiles nucléaires capables d'atteindre le territoire national de l'adversaire. Les deux pays développent ces fusées en s'appuyant largement sur les travaux et l'expertise des savants et techniciens allemands qui ont mis au point le premier engin de ce type lors de la Seconde Guerre mondiale, la fusée V2. L'Union soviétique prend une certaine avance en réussissant en 1956 le premier tir d'un missile intercontinental, la R-7 Semyorka, ancêtre direct de la fusée Soyouz. Cette fusée de 267 tonnes est particulièrement puissante, capable d'emporter une bombe A pesant 5 tonnes. Les missiles américains à longue portée, développés plus tardivement, car conçus pour lancer des bombes H techniquement plus avancées et beaucoup plus légères, 1,5 tonne, sont de taille plus réduite et sont encore en phase de mise au point à la fin des années 1950. En juillet 1955, les États-Unis et l'URSS annoncent chacun de leur côté qu'ils lanceront un satellite artificiel dans le cadre des travaux scientifiques prévus pour l'année géophysique internationale de juillet 1957 à décembre 1958. Début 1956, le concepteur de la Semyorka, Sergueï Korolev, réussit à convaincre les dirigeants soviétiques d'utiliser son missile comme lanceur spatial. À la surprise générale, le 4 octobre 1957, l'Union soviétique est la première à placer en orbite le satellite Sputnik 1. L'opinion internationale est fascinée par cet événement qui semble présager le début d'une nouvelle ère technique et scientifique. C'est un choc pour les responsables et l'opinion publique américains, jusqu'alors persuadés de leur supériorité technique. Les dirigeants soviétiques, d'abord surpris par l'impact de ce lancement, ne tardent pas à comprendre le prestige international que le régime peut retirer des succès de sa politique spatiale. Ils décident de se lancer dans un programme ambitieux. À la même époque, le programme Vanguard, pendant américain du programme spatial russe, lancé tardivement et trop ambitieux, enchaîne les échecs. L'équipe de Wernher von Braun parvient finalement à lancer le premier satellite américain, Explorer 1, le 1er février 1958 grâce au lanceur Juno 1, improvisé à partir d'un missile balistique Redstone. Mais la petite taille de la charge utile, comparée à celle de Sputnik, semble confirmer l'avance soviétique. Bien que réticent à investir massivement dans le spatial civil, le président américain Dwight David Eisenhower décide le 29 juillet 1958 de la création d'une agence spatiale civile, la NASA, qui doit permettre de fédérer les efforts américains pour mieux contrer les réussites soviétiques. La course à l'espace est alors lancée. La même année, voit naître un certain programme, le programme Mercury, qui doit permettre la mise en orbite des premières missions habitées américaines. Le programme Mercury est le premier programme spatial américain à avoir envoyé un Américain dans l'espace. Il débute en 1958, quelques mois après la création de l'agence spatiale américaine NASA,
National Aeronautic and Space Administration, et s'achève en 1963. Les objectifs du programme sont de placer un homme en orbite autour de la Terre, d'étudier les effets de l'impesanteur sur l'organisme humain et de mettre au point un système de récupération fiable du véhicule spatial et de son équipage. 6 vols spatiaux habités et 19 vols sans astronautes ont lieu entre 1959 et 1963. 2 vols suborbitaux lancés par un lanceur Mercury Redstone et 4 vols orbitaux lancés par un lanceur Atlas. La mission Mercury Redstone 3, le 5 mai 1961, avec à son bord l'astronaute Alan Shepard, premier vol spatial habité américain, parcourt une trajectoire balistique culminant à 186 km/h. Le premier vol orbital a lieu le 20 février 1962 avec Mercury Atlas 6 et à son bord l'astronaute John Glenn qui boucle 3 révolutions autour de la Terre. La 6e mission habitée est la plus longue. La capsule de Mercury Atlas 9 avec à son bord l'astronaute Gordon Cooper parcourt 22 orbites en environ 36 heures. Le programme ne connaît aucun échec malgré des défaillances parfois graves de la capsule Mercury. La capsule Mercury est un véhicule spatial minimaliste de 1,5 tonne et de forme conique, conçu pour accueillir un seul astronaute et doté de moteurs d'orientation lui permettant des manœuvres limitées une fois placé en orbite, ainsi que de rétrofusées pour sa rentrée dans l'atmosphère. À la base du cône est placé un bouclier thermique constitué d'un matériau ablatif qui permet au vaisseau de résister à la température engendrée par sa rentrée atmosphérique à très grande vitesse dans les couches denses de l'atmosphère. Une tour de sauvetage située au sommet du véhicule doit permettre d'écarter la capsule Mercury en cas de défaillance du lanceur durant la phase propulsée. La récupération du véhicule spatial se fait en pleine mer. Le programme Mercury est officiellement lancé le 7 octobre 1958, 6 jours après l'ouverture officielle de la NASA, dont la création avait eu lieu le 29 juillet de la même année et reçoit son nom de baptême le 15 février 1959. Des spécialisations préliminaires pour le vaisseau Mercury sont envoyées fin octobre par le Space Task Group à une quarantaine de sociétés et une réunion a lieu début novembre pour un échange d'idées sur la conception du vaisseau. Au cours des débats, il est précisé que toute proposition est recevable dans la mesure où elle porte sur un vaisseau sans surface portante, doté de rétrofusées et d'un bouclier thermique de type puits de chaleur. Un cahier des charges de 50 pages est envoyé mi-novembre aux 19 sociétés intéressées pour une réponse attendue mi-décembre. 8 sociétés sont qualifiées sur la base de leurs propositions techniques par Langley. Début janvier, l'état-major de la NASA choisit parmi ses finalistes McDonnell pour sa capacité à mener un projet de cette envergure et à son absence d'engagement sur d'autres projets prioritaires, critères qui disqualifient l'autre finaliste, Grumman. Le contrat initial, signé peu après par la NASA et McDonnell, prévoit un coût estimé à 18,3 millions de dollars, auquel s'ajoute 1,15 million d'honoraires, mais il est profondément modifié par la suite. Le besoin initial de 12 capsules Mercury identiques devient finalement de 20 capsules personnalisées pour chaque mission. Dès le démarrage du programme Mercury,
la NASA décide de mettre en place un réseau de stations réparties sur toute la planète permettant de suivre et d'assister le vaisseau Mercury durant son vol. Selon le cahier des charges établi par la NASA avant sa réalisation, le système mis en place doit permettre de déterminer la position du vaisseau et calculer les paramètres de l'orbite dans le cas d'un déroulement nominal de mission ou d'une interruption de mission. L'objectif est de maîtriser au plus tôt l'orbite d'insertion et de calculer le moment exact de déclenchement des rétrofusées pour aboutir à une précision maximale à l'amérissage. Communiquer par radio et recevoir des télémesures avec des interruptions n'excédant pas 10 minutes entre deux stations de réception durant les premières révolutions avec au moins 4 minutes de communication interrompue au-dessus de chaque station. Envoyer depuis le sol des télécommandes déclenchant automatiquement la rentrée du vaisseau ou l'interruption de la mission durant les phases critiques du lancement et de l'insertion orbitale. Et assurer les communications terrestres entre les stations au sol et les deux centres de contrôle des missions Mercury. L'emplacement des stations retenues pour constituer le réseau découle de la trajectoire suivie par le vaisseau Mercury. Celle-ci est fixée à partir de multiples considérations géographiques, techniques et politiques. Chaque révolution doit permettre un survol aussi prolongé que possible du territoire des États-Unis pour bénéficier de la bonne couverture radio et radar déjà disponible. L'amérissage doit avoir lieu en Atlantique. Le dispositif mis en place, navires et avions, pour la récupération de la capsule Mercury s'étend depuis la Floride jusqu'à la côte africaine. La NASA, après prise en compte de toutes les contraintes, décida que le réseau serait constitué de 18 stations, dont 8 stations existantes relevant de l'armée américaine. Des stations sont construites en territoire étranger, au Nigeria, au Zanzibar, au Mexique, au Royaume-Uni, aux îles Canaries et aux Bermudes, après des négociations politiques parfois difficiles, comme au Mexique. 2 stations mobiles sont embarquées sur des navires pour assurer une couverture partielle au-dessus des océans. Toutes les stations peuvent assurer des liaisons radio, mais seules 11 d'entre elles sont équipées des radars chargés de déterminer position et trajectoire du vaisseau. 16 stations permettent de recueillir des télémesures transmises par la capsule Mercury. Les stations sont reliées au centre de contrôle par un réseau de télécommunications, en grande partie loué, comprenant entre autres 100 000 km de lignes téléphoniques à débit standard et 25 000 km de lignes à haut débit. La construction des stations est sous-traitée après lancement d'un appel d'offres en mai 1959. L'avancement est supervisé par 2 entités de la NASA distinctes du STG. L'ensemble des informations recueillies et émises par les stations est utilisé par 2 centres créés pour la circonstance. Le centre de contrôle Mercury, MCC, Mercury Control Center, situé à Cap Canaveral, est chargé du contrôle et du suivi des missions Mercury. Et le centre d'information et de télécommunication, installé au Goddard Space Flight Center, à Greenbelt, dans le Marineland, pilote les télécommunications et fournit les capacités de calcul ordinateur nécessaires à la mission depuis le lancement jusqu'à l'amérissage. Les radars les plus puissants ont une portée maximale de 900 km. La vitesse de défilement très rapide du vaisseau Mercury nécessita la mise au point de techniques particulières pour que les radars arrivent à accrocher la capsule. Les fréquences utilisées pour envoyer des commandes depuis le sol sont tenues secrètes pour éviter leur détournement. Pour limiter le volume à transmettre, une partie des télémesures ne sont pas transmises mais enregistrées à bord sur bande magnétique.
Les données envoyées aux stations le sont via 2 canaux, redondance, et y sont enregistrées sur des bandes magnétiques. Les ordinateurs, 2 IBM 7090 à transistor et 2 IBM 709 à lampe, installés dans les centres de contrôle, sont utilisés pour calculer en temps réel l'orbite et la trajectoire de rentrée à partir des données recueillies par les stations. L'ensemble mis en place est le premier réseau de cette dimension à acheminer à grande vitesse l'information d'un bout à l'autre de la planète avec un traitement en temps réel des données qui ont été numérisées au préalable par des ordinateurs et une restitution quasi immédiate des résultats des calculs informatiques à des opérateurs dispersés sur plusieurs sites. La construction de ce réseau est le deuxième poste de dépense du programme Mercury, 41 millions de dollars en 1959, soit 10% du coût total du programme. Les premiers vols non habités permirent d'effectuer les corrections et réglages du système qui ne connaîtra aucune défaillance majeure au cours des vols habités. Pour pouvoir être lancé par les fusées américaines, à l'époque peu puissante, la capsule Mercury est un vaisseau spatial de taille réduite. En partant de la base du vaisseau, lorsqu'il est posé sur son lanceur, on trouve successivement le conteneur dans lequel sont logés principalement les rétrofusées, faisant saillie sur le bouclier thermique en forme de soucoupe qui protège l'arrière de la cabine pressurisée de forme conique. Au sommet du cône, on trouve d'abord le compartiment cylindrique des parachutes, puis le compartiment de l'antenne. La capsule est coiffée par la tour de sauvetage qui est larguée en vol. Les dimensions du vaisseau, qui pèse 1,5 tonne, ont été calculées au plus juste à partir de la taille de la couchette moulée de l'astronaute, diamètre extérieur maximal de 1,89 m à la base du cône. Celui-ci y est sanglé les genoux pliés pour mieux résister à l'accélération qui culmine à 11 G durant la rentrée atmosphérique. L'astronaute, qui est adossé à la base du cône, dispose d'un espace pressurisé de 1,7 m3. Face à lui, ainsi qu'à sa droite et à sa gauche, se trouvent les panneaux de contrôle qui lui permettent de surveiller les principaux paramètres de son vaisseau: énergie électrique, fonctionnement des moteurs, environnement, et d'effectuer sa navigation. Dans le prolongement de son bras gauche se trouve la manette d'interruption de mission, tandis qu'avec sa main droite, il peut modifier manuellement l'orientation du vaisseau en utilisant une manette qui contrôle les petits moteurs fusées de tangage, roulis et lacets. Un hublot d'observation est placé sur le flanc du cône face à l'astronaute, mais celui-ci utilise également un périscope qui lui permet d'observer la surface de la Terre pour les calculs de navigation. Après le lancement, l'astronaute s'installe dans sa couchette en pénétrant par l'écoutille placée à sa droite. Après l'amérissage, la procédure prévoit que le vaisseau soit élitreillé avec l'astronaute à bord. S'il doit évacuer le vaisseau avant l'arrivée de l'équipe de récupération, l'astronaute doit utiliser une deuxième écoutille située au sommet du cône, car la première, située très bas, au-dessus de l'eau, est facilement submergée, comme l'a démontré la perte de la capsule Mercury 4. Le sommet du cône, qui a une forme cylindrique, contient le parachute principal et de réserve, le parachute pilote et deux des moteurs d'orientation. Un deuxième compartiment cylindrique, situé au-dessus du premier et de diamètre inférieur, contient l'antenne utilisée pour les télécommunications ainsi que des capteurs d'horizon. La structure du vaisseau est constituée d'une double coque construite pour l'essentiel en titane, la coque pressurisée interne et la coque externe chargée d'assurer la protection thermique lors du lancement et surtout durant la rentrée atmosphérique
lorsque le frottement contre les couches denses de l'atmosphère engendre des températures de plusieurs milliers de degrés. Le vaisseau pénètre dans l'atmosphère, la base du cône en avant. C'est donc cette partie qui supporte les plus fortes contraintes thermiques. Un bouclier thermique, constitué d'un matériau ablatif, recouvre cette section de la coque. Un ensemble de 3 petites rétrofusées de 450 kg de poussée est attaché par des sangles par-dessus le bouclier. Ces fusées sont allumées successivement durant 10 secondes pour ralentir le vaisseau afin de déclencher la rentrée dans l'atmosphère. Compte tenu de son importance pour la réussite de la mission, le système est redondant. La mise à feu d'une seule fusée permet d'effectuer le changement de trajectoire. En cas de défaillance du lanceur au décollage ou dans les premières phases du vol, le vaisseau devait pouvoir être écarté le plus rapidement possible du lanceur pour lui permettre d'échapper aux conséquences d'une explosion. La tour de sauvetage, conçue par Maxime Faget, est constituée d'un propulseur à propergol solide de 25 tonnes de poussée doté de 3 tuyelles et monté au sommet d'un échafaudage de poutrelles métalliques, lui-même placé au sommet du vaisseau Mercury. Si une situation catastrophique est détectée, le système d'interruption de mission active la tour de sauvetage. Le propulseur à poudre est mis à feu durant 1 seconde et arrache la capsule à la fusée pour l'éloigner. Un deuxième petit propulseur à poudre, situé sous le premier de 400 kg de poussée, est utilisé pour détacher la tour de sauvetage une fois que celle-ci a rempli son office. Le système pouvait être déclenché manuellement, soit par l'astronaute, soit par les contrôleurs au sol, mais certaines défaillances en vol pouvaient conduire à une catastrophe avant que le système d'interruption puisse être déclenché manuellement. Aussi, un réseau de capteurs ausculte en permanence au lancement et durant le vol les paramètres de fonctionnement de la fusée et peut déclencher automatiquement la mise à feu de la tour de sauvetage. Les cas de déclenchement automatique sont les suivants: modification de l'angle de la fusée par rapport à la trajectoire prévue, supérieure à une valeur programmée, vitesse angulaire dans l'un des 3 axes excessive, chute de la pression dans la chambre de combustion du moteur fusée inférieure à un seuil critique, perte de l'alimentation électrique du système de contrôle en vol, perte générale de l'alimentation électrique, y compris du système d'interruption de mission, pouvant être une indication d'un incident majeur. Le missile balistique longue portée Atlas est retenu au début du programme comme lanceur des vols orbitaux du programme car c'est la seule fusée existante capable de placer le vaisseau Mercury en orbite. Au début du programme, l'Atlas est encore en cours de mise au point. 2 autres fusées sont donc utilisées pour les premières missions. La fusée rustique Little Joe, réalisée en assemblant 4 fusées Castor à propulsion solide et destinée à mettre au point la tour de sauvetage, et la fusée Mercury Redstone, un missile en production retenu pour sa fiabilité qui sera utilisé comme lanceur pour les premiers vols suborbitaux. Les missions Mercury, lancées par une fusée Atlas, sont les seules qui ont placé la capsule Mercury en orbite. Le lancement démarre avec la mise à feu du moteur fusée principal de la fusée Atlas et des moteurs des boosters. Le lancement met en route l'horloge de bord qui permet le déclenchement séquentiel et automatique de toutes les opérations de la mission. Séparation des étages, mise à feu des moteurs avant la rentrée atmosphérique, déploiement des parachutes, etc.
Les moteurs des boosters sont largués au bout de 125 secondes et 20 secondes plus tard, la tour de sauvetage est désolidarisée du vaisseau. Puis, ses propulseurs à poudre sont allumés pour l'écarter de la trajectoire de la fusée. La phase propulsée s'arrête 285 secondes, c'est précis, après le décollage. Lorsque l'accélération est tombée à moins de 0,2 g, des boulons explosifs désolidarisent le lanceur et la capsule Mercury, puis 3 petites fusées de séparation situées à l'arrière du vaisseau sont brièvement mises à feu pour écarter celui-ci de la fusée. Avec ses moteurs d'orientation, le vaisseau effectue alors une rotation de 180 degrés. Il progresse désormais avec sa pointe tournée vers l'arrière avec une inclinaison négative en tangage de 34 degrés. Il adopte ainsi la position de mise à feu des rétrofusées au cas où la mission devait être rapidement interrompue. L'astronaute est donc tourné vers l'arrière et il le restera dans cette position jusqu'à l'amérissage. Le vaisseau est désormais placé sur une orbite elliptique aux caractéristiques suivantes, à quelques kilomètres près selon les missions. Apogée 260 km, périgée 165 km, périodicité 88 minutes, une orbite est bouclée en environ 1h30 et inclinaison 32,5 degrés. C'est très précis. Lorsque la mission en orbite est achevée, la rentrée dans l'atmosphère est déclenchée soit manuellement par l'astronaute ou les contrôleurs au sol, soit automatiquement grâce à l'horloge de bord qui permet au calculateur embarqué de déterminer le moment précis de la mise à feu des rétrofusées afin d'amérir dans la zone de récupération planifiée. Le déclenchement des rétrofusées doit se faire alors que la capsule est située à 5500 km de la verticale du lieu d'amérissage. Le calculateur de bord vérifie avant de mettre à feu les 3 rétrofusées que l'orientation de la capsule est correcte. Celle-ci doit être orientée pointe en arrière avec une inclinaison négative de 34 degrés. Une fois que le vaisseau a été décéléré, les courroies qui maintiennent les rétrofusées contre le bouclier thermique sont cisaillées par un dispositif pyrotechnique et le conteneur de fusée est écarté de la capsule grâce à un système de ressort. Le vaisseau entame alors sa rentrée atmosphérique avec un angle de rentrée négative qui est maintenu à 1,5 degré avec une décélération qui peut culminer à 11 G. Le baromètre de bord informe le calculateur de bord lorsque l'altitude devient inférieure à 6 km. Celui-ci met alors à feu un mortier qui déploie un premier petit parachute de 2 mètres de diamètre chargé de stabiliser la capsule, ainsi que des paillettes métalliques qui doivent permettre son repérage par les radars des navires chargés de sa récupération. À 3 km d'altitude, le compartiment de l'antenne situé au sommet de la capsule est séparé de celle-ci par un dispositif pyrotechnique et déclenche l'extraction du parachute principal de 20 mètres de diamètre. Si celui-ci ne s'ouvre pas complètement, un parachute de réserve de même taille peut être déployé. Quelques secondes plus tard, le calculateur de bord déclenche à l'aide d'un système pyrotechnique la séparation du bouclier thermique. Celui-ci reste alors accroché sous la capsule via une jupe caoutchoutée percée d'orifices formant un matelas qui doit permettre d'amortir le choc de l'amérissage. Après l'amérissage, les parachutes sont automatiquement largués, une antenne est déployée pour permettre l'émission d'un signal de repérage. Une lampe flash située sur le compartiment à parachute et d'une portée de 40 000 miles nautiques de nuit est allumée. En janvier 1959, alors que le programme est bien avancé, la NASA fige, après de longs débats, les critères de recrutement des premiers astronautes américains. Ceux-ci doivent avoir moins de 40 ans,
mesurer moins de 1,81 m, être en bonne condition physique, être diplômé d'une université et d'une école de pilote d'essai, avoir une expérience du vol sur avion à réaction et plus de 1500 heures de vol à leur actif. Le président Eisenhower avait autorisé la NASA à recruter ses astronautes dans le vivier des pilotes militaires. Plus de 500 dossiers sont examinés, dont 110 entrent dans les critères de sélection. Un nombre important des pilotes retenus se dirent intéressés par cette nouvelle aventure. Par ailleurs, des volontaires dont les dossiers n'avaient pas été consultés posent spontanément leur candidature. Devant cet engouement, la NASA renonce à recruter 2 fois plus de candidats que le poste à pourvoir, mesure prévue pour faire face aux défections durant la phase d'entraînement. Après une batterie de tests techniques, psychologiques et médicaux passés sous la houlette d'un comité composé de psychologues et psychiatres, médecins et pilotes, 7 candidats sont finalement retenus le 9 février, connus depuis sous le nom Mercury 7. Ce sont dans l'ordre des vols effectués qu'on retrouve donc Alan Shepard, qui effectue le premier vol habité du programme Mercury 3, Virgil Grissom, qui réalise le deuxième vol suborbital, Mercury 4, John Glenn, premier astronaute américain à effectuer un vol orbital, Mercury 6, Scott Carpenter, deuxième astronaute américain à effectuer un vol orbital, Mercury 7, il réalise 3 orbites comme son prédécesseur. Walter Schirra reste 2 fois plus longtemps en orbite que ses prédécesseurs, 9 heures. Gordon Cooper, qui réalise un vol de longue durée de 34 heures, 22 orbites. Et Donald Slayton, qui malheureusement est interdit de vol après la découverte d'un problème de santé, un trouble du rythme cardiaque. Il s'écoulera 2 ans avant que le premier d'entre eux puisse voler. En attendant ce premier vol, les astronautes sont soumis à un entraînement physique particulièrement rigoureux. Séance en centrifugeuse pour se préparer aux fortes accélérations, dans le Mastiff, une espèce de manège pivotant à grande vitesse dans les 3 dimensions, pour pouvoir réagir en cas de dysfonctionnement du système d'orientation de la capsule, longue séance dans des simulateurs de vol reproduisant le déroulement d'une mission. Ils sont également fortement impliqués dans le développement de la capsule Mercury et de ses lanceurs. Chaque astronaute participe à la conception d'un sous-ensemble et suit sa réalisation. Les astronautes américains sont plus âgés et plus expérimentés que leurs homologues soviétiques. Contrairement à ces derniers, dont l'existence n'est portée à la connaissance du public qu'une fois leur vol effectué, les astronautes américains devinrent des héros et des personnalités publiques très recherchées dès leur recrutement. Le magazine Life signa un contrat de la coquette somme de $500 000 contre l'exclusivité de leurs histoires. General Motors fournit à chaque astronaute une automobile Chevrolet Corvette pour $1 symbolique, etc. C'est en hommage à la cohésion de leur groupe que chaque astronaute adjoindra le chiffre 7 au nom de sa capsule. Un groupe de femmes astronautes, les Mercury 13, a également été recruté et formé, mais la NASA a finalement décidé de ne pas envoyer ces femmes dans l'espace. Les missions habitées ont été précédées, entre 1959 et 1961, d'essais en vol. Ceux-ci sont destinés à mettre au point le vaisseau Mercury, la tour de sauvetage, ainsi que s'assurer que l'homme peut supporter les conditions rencontrées dans l'espace. Ces vols sont réalisés avec 3 types de lanceurs, la fusée Little Joe, aux capacités limitées mais peu coûteuses, la Mercury Redstone, qui ne peut effectuer que des vols suborbitaux, et la fusée Atlas.
Mercury Redstone 3, le saut de puce, a lieu le 5 mai 1961, nom officiel de la mission Mercury Redstone 3, astronaute Alan Shepard, nom de la capsule Freedom 7, type de lanceur fusée Redstone, durée du vol 15 minutes et 28 secondes, nombre d'orbites 0, altitude maximale 186 km. Alan Shepard est le premier Américain dans l'espace. Mercury Redstone 4, deuxième vol suborbital. Mercury Redstone 4, qui a eu lieu le 21 juillet 1961, nom officiel de la mission Mercury Redstone 4, astronaute Virgil Grissom, nom de la capsule Liberty Bell 7, type de lanceur fusée Redstone, durée du vol 15 minutes et 37 secondes, nombre d'orbites 0, altitude maximale 190,3 km, et note à savoir, lors de l'amérissage, la trappe d'évacuation s'est malencontreusement ouverte, l'eau a envahi la capsule et celle-ci a sombré. L'astronaute Virgil Grissom a été sauvé de justesse par hélitreuillage. La cause exacte de l'incident n'a jamais été réellement déterminée. Les ingénieurs pensent que l'astronaute a paniqué, alors qu'il a toujours soutenu que la trappe s'était ouverte spontanément. Plusieurs années après, une enquête plus approfondie menée sur l'épave de la capsule a privilégié l'hypothèse d'un problème technique, mais Gus Grissom mourut avant d'avoir été définitivement mis hors de cause. Mercury Atlas 6, le premier vol orbital américain. Le premier vol orbital habité américain Mercury Atlas 6, MA-6, prévu en décembre 1961, est repoussé à 11 reprises. Le 20 février 1962, une fusée Atlas prend enfin son envol en emportant pour la première fois un vaisseau habité. Le lanceur, plus puissant que la Mercury Redstone, parvient à placer sans problème particulier le premier astronaute américain en orbite près de 10 mois après le vol du soviétique Youri Gagarin. Le lancement, qui est télévisé, est suivi avec passion par 100 millions d'Américains. John Glenn, à bord de sa capsule baptisée Friendship 7, reste 4 heures et 55 minutes dans l'espace en bouclant 3 orbites autour de la Terre. Durant la première orbite, le contrôle automatique d'un des moteurs fusée chargé de maintenir l'orientation de la capsule tombe en panne et l'astronaute doit, durant le reste du vol, effectuer manuellement les corrections nécessaires, ce qui entraîne une surconsommation de carburant. John Glenn ne souffre pas du tout de l'impesanteur. Il effectue les observations visuelles de la Terre inscrites au programme de la mission. À un moment, il observe par le hublot un phénomène étrange de lucioles. L'astronaute Carpenter trouvera au cours d'un vol suivant l'explication du phénomène. Il s'agissait de particules d'ergols congelées sortant des moteurs d'orientation. Les stations au sol, qui suivent les paramètres du vaisseau à l'aide des mesures télémétriques, détectent un signal indiquant que les verrous maintenant le bouclier thermique contre la capsule sont déverrouillés.
Seuls les sangles du conteneur des rétrofusées maintiennent encore le bouclier en place. L'équipe au sol, après avoir consulté Maxime Fagel et d'autres spécialistes, décide de demander à Glenn de ne pas larguer le conteneur après l'utilisation des rétrofusées, en espérant que les sangles maintiendront le bouclier avant que la pression aérodynamique ne prenne le relais pour plaquer celui-ci contre le vaisseau. Glenn n'est informé du problème que peu de temps avant le déclenchement de la rentrée atmosphérique et vit les moments critiques de son retour vers la Terre avec une certaine anxiété. Finalement, cette phase du vol s'effectue de manière normale et le vaisseau Mercury amérit non loin d'un bâtiment de la flotte chargé de sa récupération. Les investigations menées après le vol démontrèrent que le bouclier thermique n'était en fait pas déverrouillé. Après cette mission, les principaux objectifs du programme Mercury sont remplis. Mercury Atlas 7 a lieu le 24 mai 1962. Nom officiel de la mission, Mercury Atlas 7. Astronaute Scott Carpenter. Nom de la capsule, Aurora 7. Type de lanceur, fusée Atlas. Durée du vol, 4 heures 56 minutes et 5 secondes. Nombre d'orbites, 3. Scott Carpenter est lancé le 24 mai 1962 à bord d'une capsule Mercury baptisée Aurora 7 par une fusée Atlas. Il devient ainsi le 6e homme à aller dans l'espace, le 4e américain mais le 2e à boucler un vol orbital. Durant son vol d'une durée de 4 heures et 56 minutes, il effectue 3 tours autour de la Terre, au cours desquels il réalise plusieurs expériences scientifiques. Au cours de son vol, une défaillance de l'instrumentation entraîne une surconsommation de carburant. À la suite d'une panne définitive du système de détection d'horizon, Carpenter doit passer en pilotage manuel pour déclencher la rentrée atmosphérique et revenir au sol. Il déclenche ses rétrofusées alors que l'orientation de la capsule s'écarte de manière importante de l'angle idéal. Après avoir subi une forte décélération de 11 G, son vaisseau amérit dans l'océan Atlantique à 400 km de l'endroit prévu. Les équipages chargés de le récupérer mettent 1 heure avant de parvenir sur les lieux de son amérissage. Une controverse éclate sur les responsabilités de cet écart et sur le déroulement de la mission. Certains responsables de la NASA mettent en cause l'insouciance de Carpenter lorsqu'il a fallu aligner le vaisseau pour la mise à feu des rétrofusées. Selon d'autres, Carpenter aurait été distrait par les expériences scientifiques dictées par le plan de vol et les contrôleurs au sol auraient dû s'impliquer de manière plus importante dans la surveillance du vaisseau. Carpenter reconnaîtra cependant sa responsabilité juste après la mission et très probablement pour cette erreur, il ne participera plus jamais à aucune autre mission spatiale. Il emporte avec lui les premiers aliments de l'espace, des petits cumes de nourriture spécialement conçus par le département recherche et développement de Pillsbury, qui sera racheté par General Smile, qui ont demandé plus d'1 an de développement. Mercury Atlas 8, qui a lieu le 3 octobre 1962, nom officiel de la mission Mercury Atlas 8, astronaute Wally Schirra, nom de la capsule Sigma 7, type de lanceur fusée Atlas, durée du vol 9 heures 13 minutes et 11 secondes et nombre d'orbites 6.
Mercury Atlas 9, le vol d'endurance, a lieu le 15 mai 1963, nom officiel de la mission Mercury Atlas 9, astronaute Gordon Cooper, nom de la capsule Fate 7, type de lanceur fusée Atlas, durée du vol 34 heures 19 minutes et 49 secondes et nombre d'orbites 22. La capsule Mercury était conçue initialement pour pouvoir effectuer 18 révolutions, mais le surpoids du vaisseau à la fin de son développement et la couverture radio incomplète avaient remis en question cette capacité. Pour couronner le programme Mercury, les responsables décident néanmoins de lancer une mission, MH-9, de longue durée en apportant certaines modifications au vaisseau. Pour rester dans le même devis de poids tout en emportant une quantité de consommables, eau, électricité, ergol, oxygène, beaucoup plus importante, plusieurs équipements sont supprimés dont le périscope. Le 15 mai 1963, le lanceur Mercury Atlas décolle en emportant l'astronaute Gordon Cooper dans une capsule Mercury baptisée Fate 7 par son occupant. La mission comprend 11 expériences scientifiques. Parmi celles-ci, une balise lumineuse est larguée et permet de tester la capacité de l'astronaute à repérer un objet éclairé au loin. Un ballon en millard de 75 cm doit être également éjecté tout en restant relié au vaisseau pour mesurer les différences de tension entre l'apogée et le périgée. Cette expérience déjà emportée par le vol Mercury 7 échoue comme lors du vol précédent. Gordon Cooper prend de nombreuses photos à des fins scientifiques divers, météo, mise au point, des capteurs d'horizon, etc. Alors que le vol s'est déroulé jusque-là sans incident, permettant à l'astronaute de dormir 6 heures d'affilée, la capsule rencontre des problèmes électriques importants à la 20e révolution, notamment un court-circuit qui affecte le système de contrôle d'orientation automatique. Les responsables au sol, de peur que la situation ne se dégrade encore plus, demandent à Gordon Cooper de déclencher la séquence de retour à la 22e révolution. Le vaisseau, après une rentrée atmosphérique sans problème notable, amérit avec une grande précision, 6,5 km du navire le plus proche, après un vol de 34 heures, 19 minutes et 49 secondes. Une dernière mission de 3 jours, MA-10, Mercury Atlas 10, est envisagée pour tenter de battre le record récemment établi par le soviétique Adrian Nikolaev, 64 orbites, mais les responsables de la NASA préfèrent y renoncer compte tenu des capacités limitées de la capsule Mercury et attendre les premiers vols du programme Gemini pour les vols de longue durée.